Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où aujourd'hui nous sommes à la 120e rencontre pour l'occasion, j'ai dit on va sortir les sentiers battus. Je reçois Basile Debure qui a sorti son premier livre qui s'appelle Deux pieds sur terre aux éditions Flammarion. C'est un récit. Bonsoir Basile, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien et toi? Je vais le montrer, il est là, ce livre. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que tu as été un de mes coups de cœur de rentrée. Donc, je me fais plaisir aussi, j'ai le droit. Donc, ce soir, on va parler de football, mais pas que. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais juste te dire, parce que je pense que tout le monde ne te connaît pas, tu es journaliste et maintenant, je te reçois en tant qu'auteur parce que moi, je peux dire que tu es un auteur. Est-ce qu'on peut. Je vais essayer de résumer. Non, je vais te demander de résumer ton récit. Est-ce que tu peux faire ça? Mon récit, alors donc c'est une enquête. J'ai passé un an en immersion dans une équipe de foot qui s'appelle le Red Star, qui est l'équipe de Saint-Ouen, au nord de Paris. Et pendant une saison, j'ai suivi les U15. Alors U15, ça veut dire under 15 years old, donc moins de 15 ans. Donc ce sont des ados qui ont 14 ans et qui rêvent tous de devenir footballeurs professionnels. Et donc l'année des U15, c'est une année déterminante parce que c'est la dernière année avant de rejoindre un centre de formation. Le centre de formation, c'est la première étape pour devenir footballeur professionnel. On pourra l'expliquer un peu plus en détail après. Mais donc, ils rêvent tous Voilà. Ah oui, voilà mon équipe. Ça, c'est les U15 du Red Star. Et donc, pendant un an, je les ai suivis pour voir un peu comment se passe cette année qui est un peu l'année de la bascule. C'est l'année où les garçons doivent se faire repérer par un recruteur, le recruteur d'un grand club, pour rejoindre donc le Graal qui est ce centre de formation. Et donc, je les ai suivis pendant un an pour voir un peu les prises de contact avec les recruteurs, les agents qui tournent autour, les joies, les déceptions et la vie de cette bande de copains dans le quotidien d'un club de foot. Ouais, alors moi, je voudrais te remercier parce que tu as écrit que tu avais pris ta carrière sportive à 12 ans. Moi, je voudrais t'en remercier parce qu'on n'aurait pas ce fabuleux livre si tu avais continué. Mais justement, ça me fait un pont parce que à la page 26 de ton livre, tu écris: Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qu'aurait été ma vie si j'avais été meilleure, si j'avais persévéré, si j'avais tenté ma chance. Quel sacrifice aurais-je dû faire pour atteindre le plus haut niveau? Est-ce que tu y repenses à cette phrase? Est-ce que ça te hante toujours? Alors peut-être un petit peu moins après avoir écrit ce livre, puisque justement j'ai un peu vécu mon rêve par procuration. C'est vrai que ce que j'explique au début du livre, c'est que moi aussi, quand j'étais adolescent, je rêvais de devenir footballeur professionnel. C'était mon rêve, mais je n'ai pas réussi. J'étais pas assez fort, j'avais peut-être pas assez de motivation. C'était aussi une voie dans laquelle on m'a pas forcément encouragé dans mon milieu. Mais en tout cas, voilà, j'ai dû faire le deuil de mon rêve quand j'avais 12 ou 13 ans. Et donc, à travers cette enquête, j'ai un peu pu vivre ce rêve par procuration. Donc, j'y repense souvent, mais d'ailleurs, je joue toujours au football. Je suis toujours dans un club de foot, donc j'y joue 3 fois par semaine, mais évidemment à un niveau amateur. Alors, comment ça se passe? Comment on décide, comme ça, tout à coup, de mettre. Alors, pendant un an, tu les as suivis. Donc, c'est aussi un sacrifice de ta part parce que tu as tout. J'imagine que tu as mis un peu entre parenthèses ton métier de journaliste pour aller mener. Ça représente quoi, en fait, de les suivre pendant un an? Ouais, c'est vrai Un que engagement, c'est quoi? c'était beaucoup de temps. Et pendant un an, les garçons, ils ont 3 entraînements par semaine. Donc j'étais avec eux 3 fois pendant la semaine, plus le match du samedi. Et le samedi, ça prend toute la journée parce que c'est des déplacements qui sont parfois un peu lointains. Donc on se retrouve tous le matin, on prend un minibus tous ensemble, on part pour jouer le match et puis on rentre le soir. Donc c'est ouais, 3 demi-journées plus une journée entière par semaine. Donc oui, c'était vraiment un investissement de temps assez important, mais j'ai adoré ça du début à la fin, vraiment d'être dans le quotidien de cette équipe et moi qui suis un vrai passionné de football aussi, de vivre ça presque tous les jours, c'était génial. Ils t'ont accepté facilement parce que tu l'expliques un peu dans ton livre, ils t'ont regardé un peu bizarrement, ils disaient mais qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il vient faire, mais pourquoi ils t'ont pris pour un recruteur, non? Exactement, ouais. C'était pas facile au début de gagner leur confiance. Et les premiers entraînements pendant lesquels je les ai observés, ils me l'ont avoué après, ils pensaient que j'étais un recruteur. Parce que les 2, 3 premières fois, j'étais sur le bord du terrain, je les observais, le temps qu'ils s'habituent un peu à ma présence. Et donc pour ces premières, ils venaient tous me dire bonjour très respectueusement, bonjour monsieur. Je me disais, ah, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont bien élevés. Et après, ils m'ont dit, mais on croyait que tu étais un recruteur. Donc, quelques jours après, je leur ai expliqué le projet, je leur ai expliqué que j'étais journaliste, que je voulais écrire un livre sur eux. Donc, ils ont d'abord été très timides. C'est un âge quand même, 14 ans, où parler avec des adultes, c'est pas forcément évident. Donc, il a fallu que je gagne leur confiance. Et puis, il y en a certains aussi, c'est ce que j'explique, qui ont l'habitude d'être approchés par des adultes un peu intéressés depuis qu'ils sont tout jeunes.
les plus forts, depuis qu'ils ont 10 ans, à chaque match, il y a des types un peu louches qui viennent les voir, qui leur demandent le numéro des parents, qui veulent un peu tirer profit du petit prodige. Donc les adultes, ils ont appris à les mettre un peu à distance. Donc il fallait vraiment que je gagne leur confiance. Et à force de venir vraiment 4 fois par semaine, ils ont compris que je faisais partie de l'équipe. Et il y a eu un moment déterminant qui est un déplacement à Saint-Étienne. On est partis tous ensemble en train un samedi pour aller jouer un match amical dans un centre de formation. Avec un club professionnel. Et là, il y avait un côté vraiment colonie de vacances, on prenait le train tous ensemble. Et c'est là où ils ont compris que je faisais vraiment partie de l'équipe. Et il y a un personnage qui a été déterminant aussi, c'est un garçon qui s'appelle Nadir, qui est un des héros de ce livre, qui est le gardien de but de l'équipe, et qui, à Saint-Étienne, a vraiment commencé à s'ouvrir. Et c'est grâce à la complicité avec Nadir que j'ai pu ensuite avoir toute l'équipe. Moi, je voudrais rassurer tout le monde, c'est un récit, mais ça se lit comme un roman. Et c'est là la force que tu as dans ton écriture, il se passe quelque chose. Donc déjà, il y a ta passion qui transpire, mais il y a autre chose de particulier. Il y a toute cette mélancolie que tu as, toute cette passion, toute cette sincérité, cette bienveillance pour ces jeunes garçons qui fait que tu nous prends par la main et tu nous embarques. Comment tu as fait pour travailler sur ton écriture? Parce que tu es journaliste, donc normalement, une écriture de journaliste, c'est pas la même chose qu'écrire un roman. Comment tu as fait pour travailler? Bien sûr, ouais, c'était une grande première déjà pour moi de me lancer dans cette aventure. Et je voulais vraiment trouver une forme un peu à mi-chemin entre un récit et une enquête journalistique. Cette forme qu'on appelle la narrative non-fiction, de se mettre en scène dans une enquête, d'écrire à la première personne, de raconter ce qu'on ressent, de raconter le déroulé de l'enquête aussi, un peu d'expliquer que ça a été difficile au début, de convaincre tout le monde, de raconter un peu les dessous et de parler à la première personne. Et je voulais aussi, en fait, parler un peu de moi dans ce récit, parler de ma passion pour le football, mais aussi de la vie d'un footballeur amateur, ce que c'est que de jouer aujourd'hui, moi qui ai 32 ans et qui joue toujours dans un club à un tout petit niveau, et de mettre comme ça en opposition ma passion, cet amour que j'ai pour le football, et le rêve de ces garçons qui adorent aussi le foot, mais qui le conçoivent aussi comme une carrière professionnelle, comme un moyen de s'élever socialement et de réussir dans la vie. Ils voient ça vraiment comme un métier, donc ils n'ont pas la même approche que moi. Et d'opposer ces deux visions, je trouvais ça intéressant. Et puis aussi, il y a quelque chose, c'est que j'ai une admiration pour eux qui est sans borne, et que c'est aussi peut-être de là que ça vient, c'est de l'admiration que j'ai pour ces garçons et pour leur travail. Alors, tu as écrit: je ne mesurais pas, en commençant mon enquête, l'impact que les résultats auraient sur mon esprit. Quels ont été ces impacts, justement? Alors, ouais, là, tu fais référence à un chapitre où il y a un match assez incroyable. C'est un match de Coupe de Paris. Donc, la Coupe de Paris, c'est le trophée le plus important de leur catégorie. Et ils jouent contre l'autre meilleure équipe de la région. Vraiment, c'est le match incroyable. Et il y a un scénario complètement dingue avec une équipe qui prend le dessus, puis l'autre qui revient, qui repasse devant. Et bon, bah, ils finissent par perdre ce match. Je vends un petit peu la mèche, mais on ne peut pas forcément le comprendre. Et là, c'est le moment le plus dur de la saison où, à la fin, ils sont tous en pleurs dans le vestiaire, en fait. C'est la première fois que je les voyais comme ça, parce qu'ils étaient éliminés, parce qu'ils avaient formidablement bien joué, parce qu'ils étaient passés devant. Et en fait, toute cette tension, j'ai pu la ressentir bah ouais, comme un fan sur le bord du terrain. J'étais avec des parents, il y avait des papas qui venaient voir les garçons à chaque fois et dont j'étais très proche, et on était bras dessus, bras dessous, on pensait qu'on allait gagner. Enfin, il y avait vraiment une émotion, quelque chose qu'on peut retrouver, j'ai l'impression, quasiment que dans le football, où on vit le match comme si on était sur le terrain, et de voir ces petits garçons en larmes à la fin du match, c'était incroyable. Et c'est aussi fou de voir comme ils ont une maturité dingue. C'est vraiment des enfants qui n'ont pas le temps d'être des enfants, qui doivent être matures et adultes très tôt. Et là, tout d'un coup, dans cette défaite et dans les larmes, on voyait les petits garçons. Alors, c'est pas seulement une histoire de foot, ton récit, c'est aussi une histoire d'amitié. Il y a une étude sociologique très intéressante parce qu'à travers ces portraits de jeunes joueurs, il y a aussi le portrait d'une certaine jeunesse. Est-ce que c'était aussi important pour toi d'avoir un engagement social à travers ce livre? Bien sûr, je me rendais compte en commençant cette enquête qu'il y aurait forcément un aspect un peu sociologique dans ce récit, que j'allais m'intéresser à la jeunesse des quartiers, à la jeunesse des banlieues parisiennes, une jeunesse qu'on connaît mal, qu'on a tendance à beaucoup stigmatiser aussi, particulièrement en ce moment, ce qui moi, me chagrine beaucoup. Donc, je voulais aussi montrer ce que c'était qu'être un ado en banlieue aujourd'hui, et montrer que c'est des ados comme les autres, quoi, qui rigolent, qui sont à fond sur les réseaux sociaux, qui sont passionnés de foot, qui écoutent de la musique, et de parler aussi de ce quotidien-là.
de cette bande de copains. Parce qu'il y a une particularité au Red Star et dans cette équipe, c'est qu'il y a un noyau dur de 8-9 joueurs qui jouent ensemble depuis qu'ils ont 8-9 ans, même 5 ou 6 ans pour certains. Et c'est quelque chose de très rare en fait. Parce qu'à 14 ans, les clubs d'Île-de-France fonctionnent déjà un peu comme des clubs professionnels. Ils vont piquer le meilleur joueur à la ville voisine pour essayer d'avoir la meilleure équipe. Donc, on a des garçons qui peuvent parfois avoir changé de club 7-8 fois alors qu'ils ont à peine 14 ans. Au Red Star, il y a vraiment une volonté de garder un noyau dur de garçons de Saint-Ouen qui se connaissent, qui ont grandi ensemble. Et c'est ce qui faisait la force de cette équipe. C'est ce qui faisait qu'ils jouaient particulièrement bien. Ils se connaissaient, ils étaient copains, ils avaient envie de gagner ensemble, ils étaient solidaires. C'était vraiment beau à voir et j'insiste, quelque chose d'assez rare. Et en plus, c'était une vraie bande de copains. Et ce qui est fou, c'est tout quand tu racontes toutes les histoires de transactions quand ils vont aller dans les clubs. Ça, tout ça, nous, on le découvre parce que moi-même, la première, je ne le savais pas. Et c'est assez impressionnant. Et est-ce que ça a un rapport justement avec ton titre Deux pieds sur terre? Est-ce que c'est en opposition à être bien ancré sur terre, avoir la tête froide, en opposition à avoir la tête dans les nuages? Pourquoi ce titre? Exactement. Je voulais vraiment, à travers ce titre, bon, déjà, il y a évidemment l'image des deux pieds sur le gazon, sur la terre, en train de jouer au foot, mais c'est aussi pour mettre en avant leur maturité, leur capacité à garder la tête sur les épaules. Et vraiment, ça, c'est peut-être la qualité la plus importante aujourd'hui pour devenir footballeur professionnel. Et d'ailleurs, c'est vraiment une idée reçue que j'avais envie de casser cette idée du footballeur prodige, enfant gâté, pour qui tout est facile. Il y a certains footballeurs français qui ont une mauvaise image et malheureusement qui sont perçus de cette façon. Et c'est vraiment, c'est complètement faux. Je voulais mettre en avant ces années de travail et cette maturité qu'il faut avoir quand on est approché à 12-13 ans par des recruteurs, des gens qui vous parlent d'argent, de contrats et puis surtout qui essayent de profiter un peu de votre talent. Donc il faut garder la tête sur les épaules, ça c'est sûr. Il y a aussi un autre sujet que tu abordes, c'est la valeur refuge du sport, du football. Et le stade est aussi un refuge pour eux. Comment ça se passe? Alors, il y a des scènes qui sont très drôles dans les vestiaires. Il y a aussi des moments très intéressants quand tu parles des parents, parce que les parents ont un rôle aussi très important. Les mamans qui vont accompagner tous les samedis, c'est un investissement. Est-ce que tout ça, ça t'a apporté, toi, est-ce qu'ils t'ont apporté des choses? Et est-ce que ça t'a apporté de les suivre, tu as appris des choses sur toi que tu ne soupçonnais pas? Pour répondre à la première partie de ta question, effectivement, en fait, je me suis rendu compte que ces garçons, ils venaient chercher dans le foot les gratifications qu'ils n'ont pas forcément à l'école. Que moi qui viens du centre de Paris, de ce qu'on appelle les beaux quartiers, on a vraiment l'habitude de nous encourager à être bons à l'école, de recevoir les bonnes notes, les bonnes appréciations du prof, qu'il y a vraiment un décalage dans ces quartiers par rapport à ça. L'école, bon, c'est une obligation, ils y vont tous, ils sont pas trop mauvais en général, ils ont tous eu le brevet par exemple cette année-là, mais bon, les gratifications, les encouragements, les petits mots positifs, tout ça, ils viennent le chercher dans le club de foot. C'est l'entraîneur qui prend un peu la place du prof en l'encourageant, le pousser à se dépasser, et que vraiment toutes ces gratifications que les garçons des beaux quartiers reçoivent à l'école, eux, c'est dans le football et dans le club de foot qu'ils le reçoivent. Et effectivement, ils sont chez eux au stade. J'étais aussi frappé de voir, il y en a un qui me racontait que lui, il misait tout sur le football. C'est un garçon qui s'appelle Alamine, qui est vraiment un des prodiges de l'équipe. Lui, dès qu'il a eu 10 ans, il arrivait au stade avant tout le monde pour pouvoir faire ses devoirs. Il avait une salle à disposition, la grande salle du clubhouse. Donc, il venait tout de suite au stade, il s'installait, il faisait ses devoirs. Comme ça, il était débarrassé pour l'entraînement et il faisait son entraînement à fond. Et quand il rentrait à la maison, le travail était fait, il pouvait se coucher, se reposer tranquille. Donc, c'était aussi le lieu où il projetait son travail, l'école, et encore une fois, avec cette rigueur qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Donc ça, c'est vraiment pour ce qu'ils viennent chercher dans le football. Et après, est-ce qu'ils m'ont apporté, c'est ça que tu me demandais, la deuxième partie de ta question, Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qu'ils m'ont t'ont apporté? apporté et est-ce que toi, tu as découvert à travers ce qu'ils t'ont apporté des choses que tu ne soupçonnais pas chez toi? Déjà, ce qui est assez fou, c'est comme la façon dont je me suis rapproché d'eux. Parce qu'au départ, tout nous séparait, ces garçons et moi. On ne vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas le même âge. Ils étaient un peu méfiants, comme je le disais, donc on aurait pu rester des étrangers. Et en fait, petit à petit, à travers notre passion commune pour le foot, on a vraiment réussi à nouer un lien d'amitié, je peux le dire, avec certains, où la passion du foot, elle dépasse toutes ces différences. Et qu'en fait, au bout d'un moment, quand je l'ai retrouvé, j'avais l'impression aussi de retrouver
ma bande de copains, de rigoler avec eux, de leur demander quelles étaient la dernière musique qu'ils écoutent. Ils m'ont fait découvrir plein de groupes de rap que je ne connaissais pas, que j'adore. Et je les ai trouvés tellement drôles. Ils ont vraiment une tchatch, une répartie qui me faisait rire. Donc, je les retrouvais comme une bande de potes, quoi. Il y avait vraiment ça où j'étais content d'y aller. Et aujourd'hui encore, je suis en contact avec beaucoup, avec certains vraiment en particulier. Et je continue à aller voir ceux qui sont encore à Saint-Ouen, à aller passer quelquefois des après-midi avec eux, à juste traîner à Saint-Ouen et les regarder jouer au foot quand ils ont un match sur le terrain d'à côté. Donc, ouais, ce qu'ils m'ont apporté, c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. Une complicité et un lien d'amitié qui m'a beaucoup touché. Alors, j'imagine qu'ils ont tous lu ton livre. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Quel regard? Est-ce qu'ils sont fiers? Alors, je ne sais pas s'ils l'ont tous lu, ils ne m'ont pas tous fait de retour. En tout cas, ils l'attendaient avec impatience. Mais oui, j'espère qu'ils l'ont lu. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours qui m'ont vraiment beaucoup touché. J'ai reçu tout de suite des petits mails sur Instagram ou sur Snapchat. Moi, je suis en contact avec eux sur les réseaux sociaux. Des mails où ils m'expliquaient qu'ils l'avaient lu en une nuit ou en 2 jours. Pour eux qui sont, il faut le dire, pas des grands lecteurs, qui n'ont pas l'habitude de beaucoup lire, ils m'ont dit, bah, c'est la première fois que je lis un livre d'un seul coup. Ou alors, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Des petites réflexions comme ça, juste que j'ai trouvé très touchantes. Il y en a un qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute Basile, j'avais commencé à t'écrire un message, mais il faut que je te le dise au téléphone. C'était vraiment super. Donc, il y a eu tout de suite une réaction vraiment touchante où ils étaient très fiers et très contents d'être dans ce livre. Et puis, alors, ils ont quelque chose qui est un vrai réflexe d'ado que j'adore, c'est qu'ils partagent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, en story Instagram, dès qu'il y a un copain qui fait quelque chose de bien, ils le partagent tous. S'il y en a un qui met 3 buts un week-end, et ben, ils vont tous partager la photo du gars avec voilà, Mamadou a mis un triplé ce week-end. Et ils font pareil avec le livre. Dès que je partage quelque chose sur Facebook de positif ou sur Instagram concernant le livre, ils le partagent tous. Et du coup, ensuite, leurs amis les repartagent. Et j'ai toute une chaîne comme ça de petits lecteurs de toute la Seine-Saint-Denis qui me suivent maintenant sur Instagram et qui m'envoient des petits messages super sympas. J'ai envie de dire que c'est un petit peu un bout d'eux-mêmes dans ce livre, parce que c'est un peu leur vie. Même, moi, je trouve ce qui est fort, c'est que moi, quand j'ai terminé le livre, j'avais envie de continuer à savoir ce qu'ils vont devenir, parce que c'est ça aussi la force du livre. On se prend au jeu, on les suit, on est sur le terrain, on se surprend à dire, ah là, est-ce qu'il va signer Alors, tu as parlé de gratification, est-ce qu'on peut parler de notion de légitimité aussi? Bien sûr, bien sûr. Ça les rend légitimes. Ça leur donne un statut particulier même aux yeux des adultes et des copains du quartier. Dans le quartier, ils sont reconnus. Le boulanger en face du stade, il sait que Nadir, c'est le gardien de l'équipe. Donc, quand il vient acheter son croissant ou sa canette, il va avoir un petit mot de la part des adultes. Tous les gens du staff du Red Star les félicitent pour le match. Les gens qui sont proches de Saint-Ouen, ils connaissent les résultats. Et puis, c'est aussi un âge particulier. Ils ont 14 ans, c'est l'âge où on peut commencer à faire les premières bêtises, à fumer la première clope, boire une première bière, toutes ces tentations de l'adolescence. Eux, ils ont une position très de distance par rapport à ça, où ils se considèrent déjà comme des sportifs de haut niveau. Donc, on ne boit pas, on ne fume pas, on fait attention à l'alimentation. Du coup, ils sont tous, moi, je les trouvais tous très beaux, je dois dire, mais en plus, voilà, ils sont costauds, ils sont en forme, donc ils sont aussi bien vus par les filles au collège. Donc oui, bien sûr, cette position, le fait de se positionner déjà comme un sportif de haut niveau, ça leur donne voilà, une reconnaissance qui va même au-delà du quartier. On peut même parler d'une quête d'identité quelque part. Oui, oui, absolument. Puis en Complètement. plus, tu traites vraiment tous les sujets parce qu'à un moment donné, tu parles de l'aspect homophobie dans le sport en Ouais. général, mais aussi dans le football. Donc tu traites vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une étude sociologique qui est assez bien construite. Et je sais que quand je te l'avais dit, tu avais un peu minimisé le terme en disant non, non, c'est pas une étude sociologique, mais si, je tiens à le dire. Moi, j'ai une question. Tu cites l'entraîneur de Liverpool dans ton livre qui dit le football, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Je suis absolument d'accord avec lui. Je le pensais déjà avant mon enquête. Je m'étais rendu compte que la place du football dans ma vie était déjà tellement importante que c'est quelque chose qui dépasse tout. Ouais, moi, je suis un supporter du PSG aussi. J'ai vécu des matchs du PSG de façon tellement intense. Il y a une autre citation qui dit que
on peut changer de nationalité, on peut changer de religion, on peut même changer de sexe dans sa vie. Mais par contre, il y a un truc dont on ne changera jamais, c'est l'équipe de foot qu'on supporte. Voilà, il y a quelque chose qui nous prend au trip quand on est un passionné de football. Et pour ces garçons, ça l'est encore plus parce qu'ils ont quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui dépasse la simple passion, qui est qu'ils veulent s'en sortir par le foot aussi. Et ça, c'est encore plus fort. Moi, je trouve que la phrase qui résume le mieux ton livre, c'est toi. Donc, je vais te citer toi. Tu dis, si le football est pour eux une passion, si pour moi, pardon, si le football est pour moi une passion, elle est pour eux une absolue nécessité. Elle est belle cette phrase, mais je trouve qu'elle résume bien tout ce qu'il y a dans ce merveilleux livre. Alors on va les montrer ces jeunes garçons. Hein. Tu vas nous dire qui ils sont, parce que c'est important aussi. Il y en a. Hop. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, ça, c'est mes 4 héros. Donc, on a Alors à gauche. de gauche à droite. Donc, il y a Nadir, le gardien de but de l'équipe. John, qui est un milieu de terrain, qui est colombien. Ensuite, on a Esaïe, qui est défenseur et qui est le capitaine de l'équipe. Et tout à droite, c'est Sean, un attaquant qui est un peu la star de l'équipe, le talent un des talents les plus incroyables. Et donc, ce sont les 4 héros du livre, donc ceux que j'ai suivis un peu plus en détail, dont je raconte la situation familiale, le quotidien, et qu'on va suivre vraiment au fil du récit, et pour savoir qui va réaliser son rêve, qui va signer dans un centre de formation et continuer son parcours, et quels sont ceux qui malheureusement ne vont pas réussir à atteindre le Graal et vont rester au quartier. Ça, c'est un peu plus de vécu, c'est un peu plus. Celle-ci, je l'adore. C'est dans les vestiaires. C'est après le dernier match de la saison. C'était le dernier match de la saison contre l'autre très bonne équipe de leur championnat, qui était l'équipe de Torcy. Et pour la dernière, bon, ça se voit un petit peu sur leur tête. Je pense que je ne gâche pas l'histoire en racontant qu'ils ont gagné. Et c'était leur dernier match tous ensemble, surtout. Et c'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de dire. Ils savaient qu'après ce match-là, chacun allait partir à droite, à gauche, un peu partout en France pour continuer son parcours, et que la fameuse bande de potes qui jouaient ensemble depuis des années, eh ben, elle s'arrêtait sur ce match. Donc, ils étaient vraiment hyper fiers de l'avoir gagné, et il y avait beaucoup d'émotions après ce match-là. Alors, je vais faire un petit point, une petite parenthèse, mais qui est aussi avec ton parcours parce que c'est important. Donc là, tu as suivi des jeunes, mais dans la vie de tous les jours, tu mènes une action. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que je trouve que c'est important et c'est beau et ce sont tes valeurs et je trouve que c'est aussi les valeurs du football et ça va bien avec ce livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, ouais. Depuis 5 ans, je travaille dans une association qui fait de la réinsertion pour les jeunes des quartiers populaires. Et en fait, j'anime un cycle d'éducation aux médias à destination de jeunes adultes qui ont été condamnés à des petites peines de prison et qui viennent une semaine dans notre association pour faire ce cycle qui équivaut à des travaux d'intérêt généraux. En fait, ils ont des aménagements de peine et pour ne pas aller en prison, pour des petits délits, ils viennent faire ce cycle avec nous. Donc, c'est un stage de citoyenneté avec pour thématique l'éducation aux médias. Donc moi, j'interviens en tant que journaliste pour parler de mon métier, déconstruire un peu toutes les idées reçues qui peuvent exister sur le métier de journaliste. Je leur explique comment est-ce qu'on crée l'information, les théories du complot, comment on apprend à les repérer et ce genre de choses. Et donc, il reste une semaine avec nous. Ça équivaut à 50 heures de travaux d'intérêt généraux. Et en fait, c'est un prétexte pour une première prise de contact avec eux. Et ensuite, on leur propose des formations, des emplois et des parcours de réinsertion. Parfait. Moi, je voulais juste que tu en parles parce que je trouve que c'est important et c'est dans la continuité de ce que tu as fait avec ces quelques. Tu les as pas. Si, tu les as aidés à ta manière. Donc, je trouvais que c'était important. Donc, c'était un premier livre, une première rentrée littéraire un peu décalée. Ça change quoi? Ça t'incite quoi à continuer à écrire ou c'est trop de pression? Tu es content de la sortie de ce livre, de tout ce qui se passe autour de ce livre? Je suis absolument ravi. C'était un de mes rêves depuis plusieurs années, depuis que j'écris, et je ne pensais pas que c'était possible. C'est vraiment une découverte. Là, je suis comme un enfant qui vit son rêve, et vraiment, j'ai adoré ça en fait. J'ai adoré écrire, j'ai adoré faire cette enquête. C'est un format qui me convient aussi très bien, je pense, encore une fois, la narrative non-fiction, qui est une partie enquête, une partie de terrain qui me plaît beaucoup, que ce soit sur le temps long, d'avoir eu 1 an aussi pour pouvoir écrire, ça, je trouve ça génial. Parfois, je trouve que quand on est journaliste, on n'a pas forcément suffisamment de temps pour traiter un sujet, pour l'aborder dans sa globalité, qu'il y a une course de l'information aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas de temps pour parler des choses. Donc vraiment, ce rapport au temps était formidable. Et oui, j'ai adoré écrire et je suis ravi que
que ça t'ait plu, tes mots me touchent, donc ça m'encourage à continuer. Alors, quels ont été tes premiers lecteurs? Alors, attention à ce que tu vas répondre, parce que quels ont été tes premiers lecteurs? Mes premiers lecteurs, bah, tu as fait partie des premiers, je dois bien le dire. Oui. Ouais, et il y a eu, alors attends, que je dise pas de bêtises, je l'ai fait lire, j'ai eu deux, trois personnes un peu différentes. Je l'ai fait lire à ma cousine, qui est éditrice, qui nous regarde peut-être, et qui avait un regard qui m'intéressait particulièrement. Je l'ai fait lire à un de mes amis de mon club de foot, parce que j'avais aussi envie d'avoir le regard d'un passionné, de quelqu'un qui connaît le foot aussi bien que moi. Et je l'ai fait lire à ma copine aussi. Donc, ça a été mes trois premiers retours. Les Et retours ont été bons, rassure-moi. les retours ont été très bons. Et puis, j'étais content parce que j'avais à la fois quelqu'un qui connaît rien au foot et quelqu'un qui est un spécialiste et qui me faisait des retours qui qui se complétaient assez bien. Et puis, il y a eu ma mère aussi, pas très longtemps après, je dois le dire. Et est-ce que ça met la pression pour écrire un prochain livre ou pas? Quoi donc? Qu'est-ce qui met la pression? Ce succès, ce beau parcours, ce beau démarrage, est-ce que ça met un peu de pression? Est-ce qu'on te dit alors, quand est-ce que tu fais moi, la première, je t'ai dit, attention, moi c'est pire, je t'ai dit, je t'attends sur une fiction, parce que je pense que tu seras très bon sur une fiction. Est-ce qu'on te met la pression pour un second? Alors, il y a pas encore trop de pression. Là, on est encore en train de vivre la sortie de celui-là. On est encore dans l'effervescence qu'il y a autour et qui est vraiment super. C'est moi qui me mets la pression surtout parce que j'ai envie de m'y remettre déjà. En fait, je trépigne d'impatience. J'ai envie de me relancer dans un projet, de me relancer dans une enquête, de me relancer dans de l'écriture. Et j'ai déjà un petit peu commencé d'ailleurs. Mais c'est de la pression positive. C'est surtout très, très encourageant. Moi, je souffre de quelque chose qui s'appelle le complexe de l'imposteur. Moi, j'ai toujours l'impression que ce que je fais, c'est pas bien. Et là, c'est d'avoir ces retours positifs. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram de lecteurs qui m'envoient des petits mots pour me dire qu'ils l'ont lu et qu'ils ont beaucoup aimé. De gens que je connais pas, ça, c'est vraiment très agréable d'avoir des retours de lecteurs, de gens que tu connais pas. Et tous ces petits messages, c'est vraiment encourageant. Donc, voilà, ça me dit que je suis capable de le faire. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de m'y remettre. Donc moi, je peux le dire, il n'y a pas d'imposture parce que la qualité littéraire est bien dans le récit. Et il lit quoi, Basile de Bure, dans la vie? Il lit des contemporains, il lit quoi? Du classique? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les auteurs que tu lis, que tu aimes? Un grand mélange de classiques et de contemporains. J'ai mes classiques, les Romain Gary, les Milan Kundera que je lis et que je relis. Récemment, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a marqué? J'ai adoré le dernier livre de Rebecca Alighieri. Mm. Il y a des hommes qui se perdront toujours. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu récemment le livre de Marius Geoffrey, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Fumoir. C'est un mélange. Je lis vraiment beaucoup de choses. Je lis beaucoup de BD. Là, je vais dévorer le nouveau Arabe du futur de Riyad Satouf. J'ai acheté une BD qui a l'air super, qui s'appelle La Médecin. Je lis beaucoup de BD et ouais, un grand mélange. Et là, je dois dire que je suis dans une thématique particulière par rapport à le prochain livre sur lequel j'aimerais travailler, mais qui rejoint toujours la thématique de ce que je fais avec mon association et même des garçons d'ailleurs au Red Star. Je me questionne beaucoup sur la place des jeunes issus des quartiers populaires dans la société française et des jeunes issus de l'immigration. C'est vraiment des thématiques qui me passionnent en particulier, donc je lis beaucoup de sociologie et de livres autour de cette thématique. Alors, si je ne me trompe pas, tu as eu un article dans l'équipe, c'est ça, hein? Il y a eu un Oui. article. Alors, je sais que tu rêvais quand tu étais petit d'avoir ta photo en une de l'équipe, mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir son livre dans toutes les librairies de France au final, plus que dans Et un ouais, article un jour dans l'équipe? C'est ouais, quoi? c'est vrai que c'est peut-être encore mieux. C'est une très grande fierté. L'équipe, c'était génial, honnêtement. J'étais vraiment ravi symboliquement, c'était top. Mais ouais, je pense que sortir un livre, c'est encore mieux. Ben oui, parce que d'avoir son livre dans... Ça fait quoi d'ailleurs? Tu es allé en librairie voir s'il était bien. Comment ça se passe? Tu Alors, lis... au début, je n'osais pas trop le faire. Et puis j'ai commencé à acheter un petit coup d'œil. Ouais. J'ai des copains qui m'envoyaient des photos aussi, tous les gens autour de moi qui étaient très fiers et qui m'envoyaient des petites photos quand ils le trouvaient. Donc, ça fait toujours plaisir. Mais de le voir mis en avant quelquefois avec un petit mot du libraire ou en vitrine, bah, moi, je continue à avoir du mal à réaliser pour te dire la vérité. Mais je suis vraiment très fier.
Et très heureux. Et vraiment, et heureux pour les garçons. Moi, c'est ça que je dis aussi, c'est que c'est eux que j'ai envie de mettre en avant. Que j'étais très content aussi de parler de garçons qu'on ne voit pas souvent en fait le paysage médiatique français, ou alors quand on parle des jeunes de quartier, c'est pour dire des choses horribles ou pour montrer des sujets sur la délinquance. Donc de montrer le côté positif des quartiers et de l'attitude de ces garçons que j'ai adoré, les personnalités, leur intelligence, leur humour, leur maturité. Et voilà, c'est eux qui sont mis en avant à travers l'exposition de ce livre, je l'espère. Et voilà, j'ai fait pas mal de plateaux avec Nadir d'ailleurs, qui est venu avec moi Et faire des tu radios. les amènes avec toi en promo, c'est ça? Ouais, 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 au maximum. Dès que je peux, je le propose. Et je trouve ça super aussi. Lui, ça lui plaît beaucoup. Il est super fort. C'est devenu un pro. Il est meilleur que moi en interview. C'est assez incroyable avec sa chat. Et donc voilà, je suis vraiment content de ça, de les mettre en avant. Il parle de quoi justement quand il est avec toi en promo? Il parle du livre, il parle de ce qu'il fait lui, il parle de quoi? Oui, bien sûr, bah, des deux. Lui, il l'a lu, il le connaît bien, ça se voit, il répond à des questions très précises. Et puis, il parle de son parcours, de ses rêves, et voilà, de son rapport à ses copains, de la vie de Saint-Ouen, du Red Star. Enfin, vraiment, moi, j'étais impressionné par son professionnalisme. C'est un vrai bon client. Et est-ce que tu es allé voir des matchs par exemple du PSG avec eux ou pas du tout? Non, du PSG, je crois pas. J'ai vu tous leurs matchs. Ouais, non, je les ai vus que eux sur le terrain. Parce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, tu es devenu un peu leur grand frère, leur conseiller, leur confident, c'est quoi? Bah, j'espère, j'irai peut-être pas jusque-là, il faudrait leur poser la question, mais quand même, ils me le disent souvent et j'ai reçu des messages après la lecture du livre qui étaient vraiment touchants où ils me disaient maintenant tu fais partie de la famille. Il y a un entraîneur que j'adore aussi qui s'appelle Souraké, qui est leur entraîneur de toujours, qui était l'entraîneur adjoint de Foued pendant cette saison et qui m'a dit pareil, maintenant tu fais partie de la famille du Red Star, donc le Stade Bauer à Saint-Ouen, tu es chez toi. Donc ça, c'est des petits mots qui font vraiment, vraiment plaisir. Alors, il y a une chose dont tu ne parles pas trop, tu l'as un peu parlé, c'est les blessures. Parce que, bon, ils ne sont pas trop blessés, mais c'est vrai que ça peut casser une Bien vie sûr. Ce sportive, qui est, ça. ce qui est incroyable dans ces parcours de footballeurs, c'est de voir à quoi ça tient. C'est qu'il ne suffit pas d'être le meilleur pour réussir. Il faut du talent, mais il faut travailler comme un dingue et il faut aussi une part de chance. Donc la chance, ça va être éviter la blessure qui peut vraiment t'empêcher de réussir. Il y a l'exemple c'était Émile qui est l'autre gardien de l'équipe qui devait faire un essai à Saint-Etienne. Paf, il se blesse juste avant. Terminé. Saint-Etienne arrête les négociations et il aura heureusement une deuxième chance pour lui. Il a fini par signer à Lille, mais c'était horrible pour lui vraiment de passer à côté de son rêve à cause d'une blessure. Il n'y a rien de plus injuste, quoi. Et puis, il faut un entourage sain, il faut être bien conseillé, avoir la tête sur les épaules. Enfin, c'est tellement difficile un parcours professionnel, c'est impossible de savoir qui deviendra pro. Ça, c'est une question qu'on m'a pas mal posée aussi. Ouais. Lesquels deviendront professionnels? Je ne peux pas répondre à cette question. Je peux vous dire lesquels ont du talent, et il y en a beaucoup, mais il y a tellement de paramètres que celui qui est le meilleur à 15-16 ans, on ne peut pas savoir s'il deviendra professionnel. Et je voudrais dire d'ailleurs une dernière chose, on ne l'a pas dit, mais sur cette génération du Red Star, il y en a 10 qui ont signé dans un centre de formation. Donc vous découvrirez dans le livre euh, lesquels, mais c'est exceptionnel. C'est une génération vraiment très, très brillante. Et alors, en plus, avant que Frédéric reprenne la main, dans le livre, à la fin, il y a des photos. Vous allez retrouver des photos. Voilà, les photos qu'on vous a montrées. Il y en a beaucoup plus, mais il y a aussi les photos. Voilà, comme ça, vous pourrez mettre des visages sur des noms. Frédéric, je te laisse. Oui, je suis revenue parce que, en fait, j'ai une question qui a un rapport avec ce que vous étiez en train de dire sur la réussite, sur qui va signer, etc. Nicolas voudrait savoir comment il gère l'échec, en fait. C'est-à-dire cette perte de rêve. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les prépare à ça? Est-ce que vous en parlez dans le livre? Alors déjà, tout au long de l'année, ils sont très prudents. Il y a un discours très prudent de la part des entraîneurs et des garçons. Ils savent qu'il y a une chance sur 1 million pour qu'ils deviennent professionnels, donc ils en parlent avec beaucoup de prudence. C'est leur rêve, ils rêvent tous de devenir footballeurs, ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose, mais ils savent que ça va être dur. Il y a une conscience de l'échec potentiel qui est énorme et qui fait qu'ils mettent un petit peu de distance. Et après, pour ceux qui n'ont pas signé en centre de formation, il y a une fierté. Ils ne montrent rien, ils ne disent rien. Ils étaient évidemment déçus, mais il ne faut pas le dire. Donc, ceux qui n'ont pas réalisé leur rêve, ils me disaient, c'est pas grave, je ferai autre chose ou je vais réussir plus tard. Parce que cette année, elle est déterminante, mais on peut aussi rattraper le train en route. Si on est très fort dans son club en U16 ou en U17, on peut encore se faire repérer par un club professionnel. Donc, il reste une chance. Donc, ils étaient optimistes en disant, on va continuer à travailler, on va réussir, mais surtout, on ne montre rien. On ne pleure pas, on ne montre pas sa déception.
D'accord. Et alors, Hélène, je te demande justement par rapport à cette réussite, cet échec, ces jeunes que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez été en contact avec leurs parents? Oui, déjà il y avait deux papas qui étaient là à tous les matchs. Il y en a qui sont vraiment à fond derrière leur fils et donc je pouvais discuter avec eux. Et ouais, il y en a deux qui m'ont permis de connaître vraiment l'intimité des garçons, comment ça se passe à la maison, qui m'ont raconté leur parcours et qui, un peu comme moi, vivaient le rêve par procuration avec leur fils. Il y avait un papa, le papa d'Emine, le deuxième gardien encore une fois, qui était là à tous les matchs et quand son fils faisait un arrêt, je le voyais qui tressaillait sur le bord du terrain, il vibrait, il faisait les 100 pas, il criait des mots. Eux, ils sont d'origine serbo-monténégrine, donc il lui criait des mots en serbe sur le bord du terrain avec une intensité. Je le regardais vraiment, il vivait le match avec son fils. Donc ça, il y avait quelque chose de très beau dans ce rapport. Après, il y a aussi les parents qui sont prudents, qui sont inquiets, ceux qui se disent mais le foot c'est bien, mais ce serait pas mal quand même de réussir à l'école. Donc des mamans qui mettaient la pression. S'ils avaient des mauvaises notes ou des heures de colle, ils étaient privés de foot. Donc il y en a certains qui disparaissaient, qu'on ne voyait pas venir à l'entraînement pendant toute une semaine et qui revenaient pas très fiers en disant bah, j'ai été puni de foot. Donc ça, c'est vraiment la pire punition. Donc ils étaient obligés de faire attention à l'école. Et enfin, il y a un discours d'un papa que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a un père qui m'a dit, moi, s'il réussit dans un club de troisième division et qui gagne 3 000 euros par mois, bah déjà, je serais ravi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des ambitions démesurées. Ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent des stars internationales. Déjà, avoir un métier, vivre du football en troisième division avec un salaire moyen, mais avec un travail honnête et une place dans la société, c'était déjà quelque chose qui convenait très bien aux parents. Donc, il y a aussi une idée reçue où quelquefois on pense que les parents voient leurs enfants comme des poules aux œufs d'or et qu'ils essayent d'en profiter à tout prix. Ça peut exister, mais moi, je n'en ai pas vu. J'ai vu aussi des parents avec la tête sur les épaules. Alors justement, à ce propos, quand on parle de foot, Christophe remarque que bah, l'ambition, c'est quand même, enfin, on ne peut pas parler de foot sans parler d'argent, de beaucoup d'argent. Comment ils réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils en rêvent? Est-ce que c'est derrière le sport pour eux, cette notion de très riche? Alors, ils en ont parfaitement conscience. Ils sont observés par des agents et des recruteurs depuis qu'ils ont 11 ans. Donc, c'est Nadir qui me disait ça il n'y a pas longtemps. Il me disait, mais Basile, s'il y a autant de gens qui nous regardent, c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire, hein. On en est conscient, on n'est pas dupe. Donc, ils savent qu'il y a un enjeu financier derrière eux. Mais encore une fois, ils arrivent assez bien à le mettre à distance et à se concentrer sur le football. C'est aussi le rôle des éducateurs du Red Star qui font un travail formidable de ce point de vue-là, de mettre les agents et les recruteurs qui font des fausses promesses à distance. Il y a un vrai travail là-dessus, on les tient à l'écart pour que ce ne soit pas trop présent. Après, l'argent, ça fait aussi partie de leur quotidien parce qu'il y en a certains, les meilleurs, qui ont déjà des contrats avec des marques, des contrats de sponsoring, donc qui reçoivent du matériel de grandes marques d'équipementiers sportifs et en échange, ils doivent poster une photo, une story sur Instagram pour montrer qu'ils ont leurs nouveaux crampons. Donc, ils sont déjà aussi vachement conscients du fonctionnement du marketing et de ce genre de choses. Et ils font très attention à quelque chose, c'est l'image. Ils ont une grande conscience de l'image sur les réseaux sociaux. Il y a une génération de footballeurs qui est passée avant eux et qui a un peu flambé, qui sont passés pour des mauvais garçons, qui frimaient, qui avaient des grosses voitures, parce qu'ils n'avaient pas encore conscience, je pense, de la force de l'image et des réseaux. Ces garçons-là, ils ont vraiment conscience de ça et ils y font attention. Donc ils savent que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas s'afficher comme un enfant gâté ou ce genre de choses. Donc ils ont conscience de leur image en plus de ça. Hmm. Ils sont quand même ados. Et alors, il y a une fille, là, Lola, qui se demande et les filles, alors, ça tient quelle place dans leur vie? Est-ce qu'ils vous en parlent? Comment ça se passe? Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui est amusant à cet âge-là, c'est qu'il y a des grandes différences entre les garçons. Il y en a, ne serait-ce que physiquement, il y en a qui sont déjà très grands, avec des vrais corps d'adultes qui étaient plus grands que moi, avec des voix rauques d'hommes, d'autres qui sont encore des petits garçons qui n'ont pas mué, qui n'ont pas fini leur croissance, et ça se ressent aussi dans les personnalités, où il y en a pour qui c'est très important, qui sont des grands dragueurs, qui maîtrisent tous les codes de la drague 2.0 sur les réseaux sociaux, et d'autres pour qui les filles, c'est pas du tout quelque chose encore d'intéressant. Donc, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Mais je pense encore une fois, Nadir, le gardien et un des héros du livre, lui, les filles, c'est toute la journée. Et alors, il y a quelque chose d'assez incroyable. Ils m'ont expliqué, quand ils signent dans un centre de formation, la photo d'eux avec le maillot du club tourne sur les réseaux sociaux, tout le monde le met vachement en valeur. Et alors, il y en a certains, c'était Esaïe et Sean, qui me racontaient qu'après leur signature, eh ben, ils recevaient plein de messages de filles
sur Snapchat qui ne connaissent pas, mais qui tout d'un coup commencent à s'intéresser à eux, leur posent des questions et combien tu vas gagner dans le centre et ce genre de choses. Il y avait, il y avait un intérêt dès qu'ils passent de l'autre côté, dès qu'ils signent dans le centre de formation, ça devenait un peu des stars. Et il y a Esaïe qui m'avait dit, je lui avais posé la question, mais alors tu réponds et tout, qu'est-ce que tu en penses? Et il me disait, oh là là, moi je suis un homme d'affaires, j'ai pas le temps pour ça. Je trouvais que c'était très intéressant. En tout cas, je n'ai plus de questions, mais je trouve que moi qui ne suis pas une grande fan de foot, cette interview m'a totalement passionnée. Parce que c'est ce que tu disais au début de la rencontre, c'est le fait que ça dépasse à la fois le sport, le foot, qu'on est aussi dans la vie, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à une équipe, dans le rapport au fait de gagner, de démarrer sa vie, donc toute cette problématique adolescente qui, je pense, est très présente dans le livre. Voilà, on l'a déjà dit, mais on peut peut-être remonter le livre, Nathalie, puisque tu es fan. Oui, alors, moi, il m'a embarqué complètement. Alors, pourtant, je ne suis pas une lectrice facile, hein, mais là, il m'a complètement embarqué. C'est rien de le dire. Je pense que c'est son humanité, sa bienveillance et il a des mots tendres envers ces jeunes garçons et c'est ça qui est touchant parce que sur un sport qui n'est pas forcément le plus glamour, ouais, on va dire ça comme ça, mais il a été fort parce qu'il nous emmène par la main sur le bord du terrain jusqu'à la fin et on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Moi, je suis sûre que dans un an, je vais lui envoyer un message à Basile en disant, bon alors, ils ont signé où? On ne peut pas faire autrement. Ce garçon est très fort. Donc c'est pour ça que je lui souhaite plein de bonnes chances encore avec ce livre. Donc ce livre, il est sorti chez Flammarion le 16 septembre dernier. Il est encore dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le trouver en cliquer et collecter. Vous avez la carte des librairies qui font ce système sur le site de notre partenaire lecteur.com. Vous pouvez aussi l'acheter sur notre site unendroitoualler.com. Sur la page de rencontre de Basile, il y a un petit bouton à cet effet et vous serez redirigé vers une librairie indépendante. En tout cas, Basile, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler de... invité, c'était un grand plaisir. Voilà, donc demain, on va changer de crèmerie, j'allais dire. On va se retrouver à New York où nous aurons un duplex avec Marc Lévy qui sera là à 19h à ta place, Basile. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon décor New York là. Elle est déjà prête, c'est la soirée américaine. Donc ce sera à 19h, ça sera demain. Donc aller en librairie, c'est un beau cadeau de Noël ça, parce que bientôt on va pouvoir retourner aussi en librairie, on espère. On est tous dans les starting blocks. Donc ce sera un très beau cadeau. N'oubliez pas, 2 pieds sur terre, Basile de Bure. Retenez bien ce nom parce que je pense qu'il va aller loin. Voilà, c'était mon coup de cœur, je l'assume. Voilà. Merci beaucoup Basile, je te laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Le mot de la fin à l'auteur. Merci de m'avoir invité et ouais, j'espère vraiment que ça donnera un autre regard sur cette jeunesse des banlieues qui est tant décriée ces derniers temps et de voir qu'il y a vraiment des jeunes magnifiques et une jeunesse flamboyante dans ces quartiers. Merci. Merci. Bonne soirée à toi et à très vite, j'espère. À très vite. Merci encore.